Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Un destin pas commun du tout. Tout ce que vous n'avez jamais voulu savoir sur le Caillou, et que vous n'avez donc jamais demandé. Indépendance ou autonomie de la Catalogne, à un jet de pierre au-delà des Pyrénées, de l'Écosse, la Vieille-Calédonie, de la Corse. Projetons-nous un peu plus loin de chez nous, mais pour le moment chez nous, ou chez eux, la Nouvelle-Calédonie. Le Caillou est jeté aux antipodes à l'est de l'Australie, et au nord de la Nouvelle-Zélande. 2 fois la Corse en superficie avec une population légèrement inférieure, et proche de celle de la Polynésie française. Autour de 290 000 habitants actuellement, dont officiellement au dernier recensement de 2014, sur un peu moins de 270 000 habitants, 39% de Kanaks et 27% de Caldoches, métro ou oreilles, ce qui ne fait que 2 tiers des âmes. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir sur le Caillou, qui sont les autres? D'autres immigrés et leurs descendants, réunionnais dès les années 1870, asiatiques plus tard, indonésiens, vietnamiens, javanais et quelques japonais pour les anciens, wallisiens futuniens, les plus nombreux 8%, ni Vanuatu, tahitiens et antillais pour les plus récents. Mais surtout près d'un quart se déclarant calédoniens, ou ne déclarant pas leur appartenance à une ethnie. Ce qui ne simplifie pas une analyse précise. Pour le lecteur non averti de la métropole, des traductions s'imposent tout de suite. Caillou, Kanak, Caldoche. Le Caillou est l'appellation familière, commune à toutes les communautés, de l'archipel, formé de la Grande Terre, des îles Loyauté et de quelques autres îles et îlots. On utilisera beaucoup ce mot, pour éviter le choix entre Calédonie, l'Écosse latine de James Cook, et Kanaki, l'origine du mot étant Kanaka en hawaïen et signifiant homme, être humain ou homme libre. Kanak est un mot invariable, selon une coutume indépendantiste récente non codifiée mais que nous reprenons, qu'il ne faut pas confondre avec l'ancien terme péjoratif Kanak, l'une des belles injures du capitaine Haddock. Il fut employé pour nommer les Mélanésiens locaux, les termes autochtones, indigènes ou océaniens étant de ce temps plus corrects. Il est depuis les années 1970 revendiqué par les indépendantistes, avec la Kanaki, le i étant un renvoi à l'anglais pour marquer une distance avec le français colonial. Depuis Jean-Marie Djibaou, le Kanak, et donc la Kanaki, est maintenant une identité culturelle et politique revendiquée. Ce leader indépendantiste a utilisé l'homonymie du terme avec le nom du héros d'un mythe régional, Tain Kanake. Kanak signifie donc homme, mais fut utilisé dans le Pacifique au XXIe siècle pour désigner les hommes d'équipage. Le Caillou serait dénommé, par esprit de synthèse, Kanaki Nouvelle-Calédonie par les indépendantistes du FLNKS, Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, lors de son dernier congrès de 2017. Si le oui à la pleine souveraineté l'emporte lors du référendum de novembre 2018. Ce que toutes les conjectures et pour le moment, un sondage de mai 2017 confirmé par 2 autres un an plus tard, juge fort peu probable. Kanaki Nouvelle-Calédonie est donc un nom mi-écossais, mi-hawaïen. L'origine de Caldoche, le suffixe oche étant péjoratif, viendrait fin des années 1960 d'une assimilation avec Boche. Il fut et reste donc le plus souvent péjoratif. Il devient plus usité par eux-mêmes, mais il reste méprisant pour certains d'entre eux. Métro est plus facile à comprendre. Pour oreilles, dont les orthographes sont multiples, le terme vient de l'île de la Réunion. 1000 origines sont données, dont celle en passant par Cayenne du maton tendant toujours l'oreille pour espionner les bagnards. Un éminent linguiste du CNRS les balait tous. Le terme provient selon lui du tamoul d'oreille qui signifie maître. Il s'est généralisé à la Réunion lors de l'engagisme d'Indiens au milieu du XIXe siècle avant de faire le tour des îles francophones. Une bande dessinée locale La Brousse en folie illustre de façon hilarante les rapports de tonton Marcel le Caldoche, Dédé le Kanak, Tatan l'épicier asiatique et l'inénarrable Joinville le métro-fonctionnaire, qui a tous les diplômes, tout vu, tout lu et a touché la prime. Un pays, 3 provinces et un statut d'autonomie très particulier. La Nouvelle-Calédonie dispose d'un statut particulier depuis les accords de Matignon-Oudinot de juin et août 1988, où le Premier ministre Michel Rocard parvint à la poignée de main entre le loyaliste Jacques Lafleur et l'indépendantiste Jean-Marie Djibaou, accord entériné par le référendum national de novembre.
Ce fut la fin pour près de 30 ans d'édit événement, une quasi-guerre civile, depuis 1984 dont le pic fut marqué par les tueries d'Ouvéa de 1988. Comme la Polynésie française, ce statut sui generis est différent de celui des collectivités d'outre-mer comme le référendum d'autodétermination était prévu après 10 ans. Il sera repoussé, en fait pour éviter une nouvelle quasi-guerre civile, en 1998, accord de Nouméa, à 2014 à 2018. Il n'a donc pas eu lieu en 2014 et la date butoir est donc celle d'octobre-novembre 2018. Le 4 novembre vient d'être fixé par accord, du moins pour le premier essai. En province sud, les Caldoches et Oreilles dominent, mais avec une population kanak minoritaire cependant croissante avec les migrations internes. Le chef-lieu, en fait la capitale Nouméa-la-Blanche, pas seulement pour la couleur de ses bâtiments, l'expression est maintenant moins usitée et sa banlieue représente près des 2/3 de la population. La province nord et celle des îles Loyauté, Lifou, Maré et Ouvéa, sont à dominante kanak et administrées ainsi par les indépendantistes. Le système politique est fondé, outre la division en provinces, sur la représentation proportionnelle qui amoindrit les clivages entre les deux blocs loyalistes et indépendantistes. Le législatif, le Congrès, et l'exécutif, le gouvernement, étant élus par des scrutins de liste, ils sont par construction collégiaux avec les deux blocs loyalistes et indépendantistes proches en nombre et poids politique. Là aussi, cette construction n'a pas été établie par hasard mais pour pousser au consensus, ce qui bloque de temps en temps l'élection du président du gouvernement. Le dernier blocage date d'août 2017 à début décembre. Le déblocage n'eut lieu qu'à la veille de l'arrivée sur le Caillou du Premier ministre Édouard Philippe. Le PIB, produit intérieur brut par habitant, est à peine inférieur à celui de la métropole, pas seulement grâce à l'or vert du nickel, et incomparablement supérieur à celui des dom-toms. Il est supérieur à celui de maintes anciennes régions de France et selon les parités monétaires quelquefois supérieur à celui de la Nouvelle-Zélande. Cependant, en parité de pouvoir d'achat, l'écart se creuse fortement par le niveau structurellement élevé des prix. Et les inégalités sont flagrantes, en particulier en termes ethniques. Bref, malgré un développement évident, et bien avant 1988, et une tentative de rééquilibrage, le Caillou présente toutes les caractéristiques d'une économie de comptoir où les vieilles familles caldoches et leurs alliés plus récents dominent l'économie de façon écrasante. Le Caillou reste une colonie, alors que le discours des dominants insiste sur un processus de décolonisation qui pourrait s'effectuer sans indépendance. Le Caillou, quelle histoire jusqu'au destin commun? Qu'est donc ce destin commun alors que nous avons intitulé notre introduction « Un destin pas commun du tout ». Cette notion devenue slogan ne fut gravée dans le marbre que par le préambule de l'accord de Nouméa de 1998, second round de recherche de la paix civile 10 ans après les accords de Matignon-Oudinot. Ces derniers prévoyaient certes un référendum en 1998, mais sans référence explicite à un peuple et à une culture kanak. Il ne s'agissait que d'un cessez-le-feu ou d'un armistice. En 1997 à 1998, les tensions étaient telles que tant les Kanaks, sûrs de perdre, que les Caldoches, sûrs de gagner avec une forte avance, qu'ils craignaient que les tensions ne s'attisent, décidèrent donc un nouveau délai pour le référendum d'autodétermination mais avec un préambule qui ressemblait à un véritable traité de paix. Il s'agissait de construire, quel que soit l'avenir institutionnel, indépendance ou maintien au sein de la République française, une communauté de destin pluriethnique, d'où ce préambule. D'abord, il convient de faire mémoire de ces moments difficiles, de reconnaître les fautes, de restituer au peuple kanak son identité confisquée, ce qui équivaut pour lui à une reconnaissance de sa souveraineté, préalable à la fondation d'une nouvelle souveraineté partagée dans un destin commun. Paragraphe 3. Il est aujourd'hui nécessaire de poser les bases d'une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie, permettant au peuple d'origine de constituer avec les hommes et les femmes qui y vivent une communauté humaine affirmant son destin commun. Paragraphe 4. Le passé a été le temps de la colonisation. Le présent est le temps du partage, par le rééquilibrage. L'avenir doit être le temps de l'identité, dans un destin commun. Paragraphe 4. Destin commun certes, mais pour l'avenir, le passé est tout autre.
près d'un siècle où les Kanaks ne sont que des sujets et non pas des citoyens, jusqu'à l'abolition de l'indigénat en 1946 et l'accès aux urnes 10 ans plus tard. Plusieurs livres et articles récents jouent également sur l'ambiguïté de cette notion slogan. L'indépendance nous semble la réparation naturelle à la colonisation des Kanaks, peuple premier, colonisation crime contre l'humanité, selon Emmanuel Macron ou non. Même si les autres peuples du Caillou sont également des victimes de l'histoire à l'instar des anciens bagnards, mais certains sont plus victimes que d'autres. Les loyalistes veulent rester dans la République qui assure politiquement leur pouvoir économique, quitte à aller jusqu'au bout d'une autonomie avec participation à certains pouvoirs régaliens. Ici, je tenterai seulement de montrer les différentes contraintes, non insurmontables de mon point de vue, à cette indépendance. Ce qui suppose bien sûr de se référer à l'histoire du Caillou, histoire générale et histoire économique. Plus généralement, je tenterai d'éclairer la situation économique, politique et sociale du Caillou pour tous les oreilles de France, dont l'immense majorité se fiche comme d'une guigne de ce qui s'est passé, de ce qui se passe et de ce qui se passera aux antipodes, et tous les habitants intéressés de la Nouvelle-Calédonie actuelle qui deviendra peut-être Kanaki Nouvelle-Calédonie. Attention lorsque l'on évoque Kanaki. Le député calédonien centriste Philippe Gomès, dont on reparlera, fit remarquer en décembre 2017, gentiment mais fermement, à Jean-Luc Mélenchon, qui parlait à l'Assemblée nationale de la Kanaki, que le seul nom approprié du Caillou restait Nouvelle-Calédonie. Pour le moment. Lutte de classe, nationalisme, développement. L'approche fera implicitement référence à celle, vieille de près de 50 ans mais peu connue dans l'œuvre pléthorique du grand sociologue Alain Touraine, moins connu maintenant que sa fille Marisol. La dynamique d'une société de l'ex-tiers-monde pouvait être analysée d'après lui selon 3 axes, lutte de classe, nationalisme, développement. L'existence de ce triangle est toujours évidente en Nouvelle-Calédonie. La division de la société entre riches et pauvres où l'aspect ethnique est dominant, les classes sociales correspondantes étant difficiles à préciser, s'articule à la revendication de l'indépendance pour les Kanaks qui est bien une lutte nationaliste, le tout baigné dans une recherche de développement qui devrait réduire les inégalités et pour certains rendre inutile la lutte nationaliste. Les liens entre ces 3 éléments sont évidents. Par exemple lors du boom du nickel, 1969 à 1972 essentiellement, et pour répondre aux besoins de la croissance, le gouvernement français encouragea une immigration massive. Mais les visées politiques furent dévoilées dans la fameuse lettre de Pierre Messmer en 1972, juste avant la fin du boom, qui vaut son pesant de blanc. Le raisonnement est savoureux, nous en maintenons ici par la citation de quelques extraits sa lourdeur. La Nouvelle-Calédonie, colonie de peuplement, bien que vouée à la bigarrure multiraciale, est probablement le dernier territoire tropical non indépendant au monde où un pays développé puisse faire émigrer ses ressortissants. La présence française ne peut être menacée que par une revendication nationaliste de populations autochtones. À long terme, la revendication nationaliste autochtone ne sera évitée que si les communautés non originaires du Pacifique représentent une masse démographique majoritaire, avec immigration systématique de femmes et d'enfants. Ce qui va bien sûr radicaliser le discours indépendantiste naissant. Le triptyque d'Alain Touraine et les 3 contraintes du passage à l'indépendance. Les contraintes actuelles de ce passage sont, par ordre d'importance, d'abord politique, le nationalisme teinté de lutte ethnique entre les Kanaks et les autres, ensuite économique, le développement, mais aussi tout bêtement la croissance et le PIB, et social, les luttes de classe, encore teintées de lutte ethnique, dans le cadre d'inégalités criantes nées de l'histoire. Même si l'infrastructure au sens de Marx, l'économique et les rapports sociaux de production, est peut-être déterminante en dernière instance, on ne peut pas ne pas considérer que les conditions politiques de ce passage, qui doit donc se résoudre par le fameux référendum, sont les plus brûlantes. La politique est au poste de commandement, singulièrement sur le Caillou. Pas besoin de Mao pour cette évidence. Fine dialectique encore. La quasi-guerre civile de 1984 à 1988 suit une période de crise économique profonde où le PIB est soumis sur le Caillou à une croissance zéro en moyenne de 1974 à 1984, un peu comme partout dans le monde, après le boom du nickel contemporain de la fin des 30 Glorieuses en France.
Il est vrai cependant que les événements de 1968 auront éveillé les intellectuels kanaks, par ailleurs revigorés par le début de l'ère Mitterrand. Notre exposition ira cependant en ordre inverse, et chaque partie ne pourra pas ne pas se référer à tous les éléments du triptyque de Touraine. D'abord, première partie, les luttes de classe en lien avec l'histoire. D'une part, dynamique de la société kanak dite traditionnelle et d'autosubsistance des tribus mais où la monétarisation est déjà ancienne, cette société est-elle soluble dans l'argent, ce qui pose déjà la question du développement. D'autre part, lutte de classe entre salariés et patrons du capitalisme du secteur dit moderne avec le rôle central du syndicalisme, lié bien sûr à l'économique et aux politiques. Toutes les réformes économiques et sociales le furent sous la pression du syndicalisme. Ensuite, deuxième partie, l'économique au sens le plus commun. Les équilibres macroéconomiques avec un commerce extérieur très déséquilibré. Le Caillou n'exporte en fait que du nickel, minerais et métal, et quelques produits de la mer, et importe la plus grande partie des biens de consommation et d'investissement. Les équilibres budgétaires et sociaux. Impôts et dépenses avec les importants, mais en baisse, transfert de la métropole, mais aussi cotisations et prestations sociales. Enfin analyse de quelques secteurs clés. Le nickel évidemment, mais aussi le BTP, les banques et le tourisme. Bref, l'économique du Caillou permet-elle l'indépendance ? Enfin, troisième partie, le politique, la myriade de partis loyalistes et indépendantistes de plus en plus éclatés qui imposent dans le cadre du système à la proportionnelle des alliances, quelquefois entre la carpe et le lapin, ou l'inverse entre loyalistes et indépendantistes, d'abord jusque fin 2017, les tentatives de l'ONU et de l'État, en clair des politiques de la métropole, de trouver des solutions consensuelles, mais vaines on le verra, pour éviter la question et la réponse binaire indépendance-refus de l'indépendance. Enfin, son volet final tentera d'analyser l'actualité de fin 2017 à mai 2018. Ce plan nous semble le moins mauvais, car d'une part l'importance de ces trois axes nous apparaît croissante pour traiter de la possibilité d'indépendance, d'autre part car c'est le seul moyen de présenter progressivement au lecteur toutes les facettes du tableau. Ceux que la question de l'indépendance n'intéresse pas ou irrite, sur le Caillou comme en métropole, pourront y trouver quelques informations sur les perspectives d'une Calédonie française. Pour ces trois domaines, nous ferons nôtre l'aphorisme du prix Nobel de physique Léon Lederman. On peut observer beaucoup simplement en regardant. On a regardé, outre la vie des gens, les statistiques, les écrits et déclarations des experts, des politiques et des syndicalistes. Rappelons que la collection où paraît cet ouvrage se nomme Écritique. Les informations des nombreux graphiques présents ici dans cet écrit peuvent encore être complétées par d'autres données numérisées fournies sur le site, TIC. http://kanaki18-référendum.monsite-orange.fr. Pour donner un peu plus de piquant, nous avons utilisé la monnaie du Caillou, le franc CFP comme franc des colonies françaises du Pacifique, appellation fixée par décret le 26 décembre 1945 et paraît-il toujours en vigueur. Comme cela pourrait paraître politiquement incorrect, soit on ne traduit jamais, soit on balbutie Communauté financière du Pacifique ou change franc Pacifique. Les oreilles devront donc traduire 119,33 CFP pour 1 euro, parité fixe. Bref, il suffit de diviser les CFP par 100 pour avoir une valeur approchée en se disant que ça fait encore beaucoup, et en multipliant donc par environ 0,84. 1 milliard d'euros, noté ici giga-euro, G-euro, l'unité de base de toutes les approches macroéconomiques, ne fait donc que 8,4 millions d'euros, fastoche. 3 remarques avant de plonger. Il faut lire ce livre qui est avant tout un essai socio-économico-politique, comme un roman à suspense particulier, un roman noir. On décrira la situation en faisant parler à la fois les chiffres, mais avec des schémas et graphiques. Des dessins qui valent selon Confucius 1000 mots, et abondamment les hommes, car les mots ont parfois du poids. Cela alourdira évidemment le texte, mais c'est plus clair et précis que la paraphrase. Et vous ne connaîtrez pas ici la fin, provisoire, de l'histoire avant le référendum du 4 novembre 2018. Quoique, la conclusion évoque la fin presque certaine du suspense, mais n'allons pas trop vite. Mais vous aurez été, je l'espère, éclairés. Notre objectif étant de montrer que le Caillou peut être économiquement et politiquement indépendant, avec ou sans association avec la France,
À condition que des réformes économiques, lutte contre les inégalités, fiscalité et régime de sécurité sociale, stratégie minière du nickel, soient mises en œuvre. Si la Nouvelle-Calédonie reste dans la République avec une autonomie renforcée, ces réformes s'imposeront de toute façon. Le Caillou sera peut-être indépendant, si ce n'est en 2018, tôt ou tard. La meilleure solution, à notre humble avis, est l'indépendance association ou quelque chose comme cela, pour sortir de l'ornière d'une décolonisation sans indépendance, point de vue des loyalistes qui jouent la montre depuis 1988, mais avec indépendance possible selon la lettre des accords de Matignon puis de Nouméa, point de vue des indépendantistes. Deuxième remarque, on nommera dans ce livre tous les acteurs d'abord par leur prénom et nom. On utilisera ensuite le plus souvent le simple nom. Ainsi par exemple, Harold Martin, a prononcé à la britannique SVP, il se fâche tout rouge quand vous le prononcez à la française, deviendra Martin, Philippe Gomez et Edward Philippe. Enfin, les hommes politiques NE accent aigu océalédonien se tutoient couramment en public et s'appellent souvent par leur prénom, même dans des débats publics cinglants où ils s'opposent. Bref, ils apparaissent être à tu et à toi. Pourtant la violence verbale grosse d'une autre violence reste très forte, ils sont souvent à tu et à toi. Il est contrainte sociale née de l'histoire, inégalité et lutte ethnique, lutte de classe. Avant l'histoire, 2 mots concernant la tectonique des plaques et la haute préhistoire. 2 apports assez récents sur l'histoire très ancienne du Caillou, qui ne va certes pas éclairer l'avenir de l'après-2018, sont en effet intéressants à évoquer, ne serait-ce que pour avoir conscience de la relativité de nos connaissances scientifiques. Pour l'histoire très ancienne, on feint de découvrir en 2017, article publié par la Société géologique américaine, un 8e ou 6e continent dont seuls la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie sont les terres émergées. La Zeelandia à 94% sous-marin. Pas un continent selon les géographes, mais une plaque tectonique grande comme l'Inde détachée de l'Australie qui est d'ailleurs à l'origine des mines de nickel au sommet des montagnes du Caillou. Et pourquoi Zeelandia plutôt que Calédonia ? L'autre nouveauté apparente est celle de la révision de l'origine du peuplement de l'Australie et de la Mélanésie, île Noire, rappelons-le. Origine presque directement africaine. Personne ne semble étonné quand est indiquée une origine asiatique aux Kanaks, celle des Austronésiens, définie par une langue et non pas par des caractéristiques physiques, alors que les Mélanésiens ont la peau noire, on écrit plutôt politiquement plus correct, ont le teint mat ou couleur ébène. Des recherches récentes montrent que les Mélanésiens seraient bien venus d'Afrique, comme tout le monde, en passant par Taïwan mais sans perdre leur couleur, comme les minorités négritos proches des Pygmées, d'Asie et les Indiens dravidiens du Sud. Bref, les Africains à l'origine de l'humanité auraient bien une branche sur le Caillou. Sautons quelques millénaires, en oubliant les céramiques Lapita que les Kanaks n'ont semble-t-il pas récupérées. Les livres et articles concernant l'histoire du Caillou depuis la colonisation rempliraient une grande bibliothèque. Nous ferons ici surtout référence à quelques ouvrages. Le premier qui nous est tombé sous la main, héritage d'un ancien militant syndicaliste, s'intitule La crise coloniale en Nouvelle-Calédonie et date d'il y a plus d'1 siècle. Son auteur calédonien dresse un portrait au vitriol des errements de la colonisation agricole du gouverneur Fayet de la fin du XIXe siècle, et défend l'avenir minier du Caillou, pourtant soumis à cette époque à une crise cyclique sévère. Sévère il l'est également envers la manière dont sont traités les autochtones. Ni enquête, ni instruction, ni tribunal en ces rapports du Kanak et de la République française, le bon plaisir. Enfin, il cite un ami, la Nouvelle-Calédonie veut vivre, elle vivra. Le pessimisme, le découragement, la veulerie ne poussent pas dans son air salubre et sa lumière vermeille. Revenons à des écrits plus récents. Pour ce qui est de l'histoire générale, la référence est Frédéric Anglevielle. Il est loyaliste. La 3e partie de son livre de 2015 est aujourd'hui « De l'autonomie à une décolonisation dans la France ». Ce qui peut apparaître comme un oxymore pour un gauchiste radical, se retrouve dans tout le discours loyaliste, à partir du préambule de l'accord du Nouméa de 1998 qui évoque cette décolonisation, les accords de Matignon-Oudinot étant, on l'a indiqué, moins disert. Cette décolonisation n'est pas nécessairement dans la France, mais il est vrai, peut l'être,
une certaine ambiguïté qui tient à tout compromis peut en effet être perçue. Le préambule de l'accord de 1998 ne lève qu'en partie cette ambiguïté. La décolonisation peut déboucher sur l'indépendance, la pleine souveraineté. Citons encore ce préambule. La décolonisation est le moyen de refonder un lien social durable entre les communautés qui vivent aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, en permettant au peuple kanak d'établir avec la France des relations nouvelles correspondant aux réalités de notre temps. 10 ans plus tard, il convient d'ouvrir une nouvelle étape, marquée par la pleine reconnaissance de l'identité kanak, préalable à la refondation d'un contrat social entre toutes les communautés qui vivent en Nouvelle-Calédonie, et par un partage de souveraineté avec la France sur la voie de la pleine souveraineté. Au terme d'une période de 20 années, le transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences régaliennes, l'accès à un statut international de pleine responsabilité et l'organisation de la citoyenneté en nationalité seront proposés au vote des populations intéressées. Leur approbation équivaudrait à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie. L'interprétation indépendantiste serait plutôt, contrairement à celle d'Anglevielle, une décolonisation par l'accès à la pleine souveraineté. Ce qui est certain, c'est l'autodétermination. Même ambiguïté dans ce préambule sur le passage de la citoyenneté à la nationalité. En ce qui concerne les institutions, l'un des principes de l'accord est la reconnaissance d'une citoyenneté de Nouvelle-Calédonie. Celle-ci aurait vocation à devenir nationalité après la fin de la période d'application de l'accord en cas de choix de l'indépendance. Durant la période transitoire, la notion de citoyenneté fonde les restrictions, en fonction d'une certaine durée d'établissement sur le territoire, apportée au corps électoral ainsi qu'au droit au travail. Il s'agit de la liste électorale référendaire restrictive et, pour le droit du travail, de ce qui deviendra la loi sur l'emploi local. Un autre historien important du Caillou est Louis-José Barbançon, petit-fils d'un bagnard, plutôt proche des indépendantistes. Il nous donne d'autres exemples précis des liaisons étroites entre les trois axes de Touraine. Son intervention au colloque de 2013, les 25 ans des accords de Matignon-Oudinot et des 15 ans de l'accord de Nouméa, retraçait l'histoire des 2 ou 3 accords et des 2 référendums qui ont donné du temps au temps. Ce colloque fut tenu à la Maison de la Nouvelle-Calédonie, en présence entre autres, des anciens Michel Rocard et Lionel Jospin, qui fit aussi référence au processus de décolonisation interne pour l'État, Harold Martin et Pierre Frogier, 2 loyalistes caldoches, et Paul Néaoutine, indépendantiste kanak, pour les diverses tendances du Caillou. Nous reviendrons sur ces acteurs, mais Néaoutine mérite déjà d'être présenté. Il est le fondateur du PALICA, Parti de Libération Kanak, et l'un des 2 grands partis que regroupe le FLNKS. Barbançon soulignait en particulier à ce colloque que l'accord économique de Bercy concernant le nickel, dit préalable minier, de 1998 fut la condition de l'accord politique de Nouméa. Sans économique, pas de politique. Autre exemple, lors des conflits sociaux très durs, des bâches bleues et des cadenassages, c'est-à-dire des occupations d'entreprises de la période 1988 à 1998, l'USTKE, Union syndicale des travailleurs kanak et des exploités, le syndicat essentiellement kanak et indépendantiste, fut évidemment vu par beaucoup comme un empêcheur de paix sociale. C'est au contraire, dit Barbançon, l'émergence d'une nouveauté très moderne, l'évidence d'un salariat kanak en développement. L'économique induit aussi le politique. Cette partie traitera donc de ce développement économique sous son aspect social, à ne pas confondre avec ce qui sera tenté dans la deuxième partie qui abordera en fait seulement la croissance en considérant le Caillou comme une société capitaliste homogène. On sait depuis longtemps qu'il ne faut pas confondre les 2 notions, le développement s'intéressant au bien-être qualitatif des humains et pas seulement à l'arithmétique des niveaux de vie. L'IDH, indicateur de développement humain, mesure la pauvreté en prenant également en compte la santé et le niveau d'éducation. On peut aller plus loin. Le développement modifie les rapports de production dans une transition où les secteurs dits traditionnels, petite économie dite de subsistance ou articulation plus complexe de modes de production au sens des marxistes, comme en Amérique latine avec les latifondiaux, cohabitent avec l'économie capitaliste dite moderne. Sur le Caillou, il s'agit de la société des tribus et de leur économie. Quant au développement économique, notre point de vue s'éloigne de celui de Touraine.
Il est à la fois une nécessité dans une société dualiste, mais souvent un leurre. La recherche du développement étant quelquefois un remède aux revendications nationalistes et de classe, tant pour les institutions coloniales anciennes et actuelles que, selon certaines mauvaises langues, pour certains indépendantistes. On ne reviendra pas sur les débats de la vieille époque critiquant la théorie du dualisme, de Sir Arthur Lewis, économiste Nobel d'économie en 1979, par celle, marxisante, de l'impérialisme. Si la théorie émise par Lewis dans Development with Unlimited Supply of Labour, développement avec fourniture de travail illimitée, de 1954 est très critiquable, elle est très pertinente pour le caillou actuel au niveau descriptif. Le secteur kanak des tribus donne, par son surplus de main-d'œuvre, de la force de travail au secteur capitaliste. La domination coloniale des Kanaks, depuis la levée du drapeau français en 1853 jusqu'aux importations de bagnards et travailleurs asiatiques, existe encore aujourd'hui. La résilience de ce peuple opprimé également. Les Kanaks d'un côté, les Caldoches et Métros de l'autre, plus une mosaïque d'autres immigrés plutôt favorables au second. D'un côté et de l'autre renvoie d'ailleurs en grande partie à l'espace géographique qui n'a rien de naturel. Les provinces sont des constructions politiques récentes. La provincialisation a débuté avec la création de 4 régions, statut Fabius Pisani en 1985 puis statut Ponce en janvier 1988, mais les 3 provinces actuelles, nées avec l'accord de Nouméa, ont le statut de collectivité territoriale de la République. La province sud est à majorité non kanak avec Nouméa, le centre économique et politique du Caillou. C'est la province la plus riche. La province nord et celle des îles Loyauté sont à majorité écrasante kanak, ce sont les provinces les plus pauvres. Autrement dit, on peut approcher les inégalités ethniques par les inégalités régionales, mais pas seulement, elles sont également flagrantes à Nouméa. Le secteur des tribus est certes minoritaire mais conséquent, en gros 17% selon le dernier recensement de 2014, mais 22% en 2008. Pour ce secteur, la principale question qui se pose est la suivante: la société kanak est-elle soluble dans l'argent? Et avec la contrainte du statut foncier, où la terre kanak aura été réduite par la colonisation comme peau de chagrin, quoique corrigée en partie par les réformes agraires foncières de la fin des années 1970. Cette première partie sera exposée en 2 temps. D'abord l'analyse des inégalités actuelles nées de l'histoire longue de la colonisation. Inégalités ethniques évidemment entre les Kanaks, ceux des tribus ou hors tribus, et les autres, inégalités qui sont très visibles au niveau spatial des 3 provinces et qui aboutit à une sorte d'apartheid social, inégalités propres à l'économie capitaliste, du nickel et des autres secteurs, entre patrons et salariés et à l'intérieur des salariés. À ces inégalités correspondent des transitions et luttes sociales, ce sera l'objet du second temps. Sera analysée d'abord la transition endogène de la société kanak des tribus, mise en parallèle avec la politique de rééquilibrage économique menée particulièrement en province nord qui a instauré une politique publique de diversification économique intervenant sur la société kanak. Ensuite seront présentées les luttes syndicales des salariés où toutes les ethnies sont liées, plus ou moins selon les syndicats, en particulier contre la vie chère, en analysant l'inflation et la désinflation actuelles, luttes qui aboutissent avec plus ou moins de succès à des réformes économiques prises en compte par le pouvoir politique. Il y a un mosaïque ethnique et inégalité. I11 La colonisation, la marginalisation et la tentative d'extinction des Kanaks. I-111 Le commerce et le goupillon, avant le sabre. Le grand britannique Cook d'abord. Le capitaine James Cook fut découvert par les habitants premiers en 1774 et nomma donc ce caillou New Caledonia en souvenir des Highlands de son Écosse maternelle. Une terre devenue française à nom écossais, avant donc que les indépendantistes ne retrouvent un terme hawaïen. Les îles Fidji eurent plus de chance. Cook les nomma ainsi parce qu'un Tongais lui prononça le nom que les autochtones lui avaient donné, Viti à la tongaise, Fegi. Puis vint le commerce. Puis vinrent plus tard, souvent plus anglo-saxons, dont les Américains que Français, les santaliers, bois de santal, les chasseurs de baleines et autres pêcheurs de bêches ou concombres de mer, holoturies, aphrodisiaques, le tout travaillant pour le marché asiatique. Le caillou fut alors, comme la plupart des îles de Mélanésie également découvertes par Cook,
un petit centre d'une mondialisation particulière. Premier peuplement exogène donc avec le commerce, et encore sans sabre. Ensuite surgit le goupillon, mais toujours avec le commerce. Un peu plus tard, vers 1840, arrive le goupillon. Les frères maristes catholiques d'un côté, Monseigneur Guillaume d'Ouar, à Balade au nord-est de la Grande Terre, de l'autre les missionnaires protestants anglais, de la London Missionary Society. Ces influences religieuses, certes armes de la colonisation avec concurrence catholico-protestante, en fait franco-britannique, modelèrent la société kanak par un syncrétisme étonnant entre les croyances d'origine et la chrétienté. En outre, le goupillon fut souvent une bouée de sauvetage face à la colonisation du sabre et des commerçants, en particulier par l'éducation. Bref, la société première kanak et Jésus, sous toutes ses formes, ont donné la société kanak actuelle. Sur la Grande Terre, quelques gros commerçants britanniques s'établissent également, dont l'anglais James Paddon à l'île Nou, mais il en fut bien d'autres, de toute nationalité. I-112 le sabre français en 1853 et la prise des terres kanak. Anglais et Français tournaient autour du caillou, les seconds ont gagné. Ce fut avec l'Algérie, l'une des seules colonies françaises de peuplement. Et en gros à la même époque, Charles X puis Louis-Philippe pour l'Algérie, Louis-Philippe et Napoléon III pour le caillou. Quand Abdelkader est définitivement défait en 1847, 17 ans après la prise d'Alger et 20 ans après le coup d'éventail du Dé, la France tente de se saisir du caillou, en 2 temps après celui raté sous Louis-Philippe, en 1844 à la demande de Douar, le second étant le bon le 24 septembre 1853, toujours à Balade où Amiral Février des Pointes, venu à bord du navire Le Phoque, hisse le drapeau tricolore. Nouméa, au sud-ouest, d'abord nommé Port de France jusqu'en 1866, sera fondé un peu plus tard en découvrant l'installation du British Paddon. Pourquoi cet empressement, quoiqu'un peu tardif, de Napoléon le Petit? Un peu pour embêter les Anglais, mais c'est le début de l'entente cordiale avec la reine Victoria, les deux prêts à attaquer la Russie avec la guerre de Crimée, un peu pour établir des colons libres et en même temps trouver une nouvelle colonie pénitentiaire moins rude et plus éloignée que Cayenne. Les Anglais avaient eu l'Australie et depuis peu la Nouvelle-Zélande. Les Français auront le caillou, après avoir dominé les Anglais à Tahiti, mais avec un certain retard. Quand est fondé Nouméa, Sydney est déjà une vraie ville et depuis longtemps 1770, toujours avec Cook, puis en 1787 avec l'arrivée des premiers colons. Pas de grande résistance d'un Abdelkader sur le caillou, malgré la prise des terres kanak par les colons bagnards ou libres. L'histoire de l'Algérie s'autonomisant de l'Empire ottoman n'a rien à voir avec celle des habitants du caillou qui viennent d'entrer, après des siècles de leur histoire, dans l'histoire occidentale. Résistance il y eut mais sporadique avant celle d'Ataï en 1878, sur la côte ouest autour de la Foix, puis celle de 1917, au nord entre Koné et Yengen, dont le grand chef Noël est moins connu. Mais la mémoire revient. Nous avons assisté en novembre 2017 à la commémoration à Koné du centenaire de cette dernière importante insurrection. Auparavant, un ouvrage avait été publié en 2015. Ces insurrections eurent lieu bien après que des communards et des Kabyles, révolte d'Émokranie tout à fait contemporaine de la Commune, en Algérie y furent déportés après 1871. Mais rien à voir d'un côté avec la résistance des Maoris en Nouvelle-Zélande, de l'autre avec la quasi-disparition, comme les Indiens d'Amérique, des aborigènes. Ils n'ont pas d'autre nom que celui dont les ancêtres sont les premiers habitants connus de sa terre natale en Australie. La colonisation est double. Celle des bagnards, de leurs matons et des militaires qui pourront devenir colons libres, celle des colons libres. Les bagnards sont soit des transportés, des déportés ou des relégués à la Nouvelle. Les premiers de 1864 à 1897 le sont pour crimes et délits majeurs, environ 22 000 dont 250 femmes, et forment la plus grande partie de ceux qui deviendront colons libres pour se réhabiliter. Les deuxièmes, de 1872 à 1880, évoqués plus haut, plus de 4 000 dont surtout des communards. Les troisièmes, 1885 à 1897, sont des petits délinquants récidivistes, plus de 3 300 dont près de 450 femmes. Cela fait un peu de monde qui ont fait des petits, mais l'importation s'arrête donc à la fin du siècle. Les colons libres correspondent à plusieurs vagues. Les réunionnais des années 1870 pour cultiver la canne à sucre.
les colons Fayet de la fin du siècle pour planter du café, enfin, après la Première Guerre mondiale, des tentatives dans le coton. Sans parler des autres tentatives dans le café dont celle du café Soleil, analysée par Fraisse il n'y a pas si longtemps. Dans tous les cas, ce seront des échecs. Mais la terre était prise au Kanak. La résistance s'organisait après chaque nouvelle pression des colons, bagnards ou libres, sur les terres coutumières. Du début de la colonisation jusqu'en 1945 à 1946, les Kanaks donc à l'époque, sont organisés en tribus, avec chefs, grands et petits cornaqués par les autorités, souvent déplacés et parqués dès 1868 dans les réserves. Sous l'autorité du gouverneur Fayet, adepte du développement de la colonisation libre, de 1897 à 1903, les terres coutumières sont réduites à 13% de leur surface d'origine. Les Kanaks sont soumis au statut de l'indigénat de 1887 à 1846. Statut qui régit les tribus et punit les infractions spécifiques aux Kanaks, sujets mais pas citoyens. Ils sont également soumis à l'impôt de capitation payable en monnaie depuis 1895. Ils frappaient les seuls Kanaks, l'équivalent de 10 jours de travail par an chez un colon selon Fraisse. Cet impôt avait comme vertu, outre d'assurer le financement de la colonie, d'obliger les Kanaks à travailler comme salariés. En effet, parqués sur les réserves, l'autosubsistance, mais de plus en plus difficile, assurait leur existence. Leur rapport à la monnaie correspondait à une économie de cible, target economy. On accepte le travail salarié que pour un revenu monétaire ciblé. On trouvait le même phénomène en Afrique encore à la fin du XXe siècle, même après la décolonisation. Quand les prix des cultures de produits d'exportation, arachides, coton, etc., de fait obligatoires, s'élevaient, les paysans produisaient moins pour garder le même revenu monétaire, souvent d'ailleurs utilisé pour payer l'impôt de capitation. L'effet de substitution dans le jargon des économistes, qui voudrait, selon la rationalité de base de l'homo economicus du courant néoclassique, que l'augmentation du prix, rémunération du paysan ou salaire du salarié, induisent une augmentation de l'offre de produits ou de travail, n'a pas lieu car dominée par l'effet de revenu, moins d'offres pour un revenu identique ciblé. I-113 Les migrations asiatiques, plus rarement océaniennes, et la possibilité d'extinction des Kanaks. L'immigration non européenne, la main-d'œuvre pour le nickel. Jules Garnier, ingénieur de l'école des mines de Saint-Étienne, découvre en 1864 le minerai de nickel, la garnierite qui porte son nom. Le cycle des phases euphoriques et des sévères récessions commence. En 1880 est fondée la société Le Nickel, SLN, que les Rothschild reprendront 8 ans plus tard. Quand le nickel se développe, à la fin du siècle, ce n'est pas la main-d'œuvre kanak qui sera principalement enrôlée dans le nouveau salariat mais des travailleurs encore importés, des nouvelles hébrides, actuelles Vanuatu, du Japon, du Tonkin, Vietnam et de Java, Indonésie. Il n'y a pas que les colonies françaises qui exportent. Importer n'est pas un mot trop fort, sauf pour les Japonais, il s'agit d'engagements pour des contrats de 5 ans, éventuellement renouvelables. Malgré des conditions extrêmement pénibles confinant à une semi-servitude, certains s'installent durablement et peuplent la colonie. Pourquoi les Kanaks sont-ils ainsi remplacés ? La réponse la plus courante à cette question rarement posée est, pour rester politiquement correct, leur flegme. Il est vrai que la monétarisation avait déjà du mal à transformer les rapports sociaux kanaks, d'où l'impôt de capitation. Mais on peut penser qu'ils n'avaient politiquement aucun désir de travailler pour ceux qui les chassaient de leurs terres. En outre, les Blancs les considéraient comme dangereux, surtout après la révolte d'Ataï. D'autant plus que la pratique du blackbirding, proche de l'esclavage, mais volontaire, qui envoyait des autochtones travailler en Australie et ailleurs eut lieu sur le Caillou, mais nettement moins qu'au Vanuatu et aux Fidji. Les colons et l'extinction programmée des Kanaks selon le pasteur Maurice Lennart. La population kanak diminue très fortement entre le début de la colonisation et l'entre-deux-guerres. Maladies, alcool, quelques massacres pendant les révoltes. Rien de très original. Extinction programmée peut paraître excessif, pas tant que cela si l'on en croit le missionnaire protestant Maurice Lennart, qui fonda en 1903 la mission de Doneva, le vrai pays, dans la vallée de Wailu, le plus vieil établissement scolaire privé protestant du Caillou encore en service. Quand il arrive, il est accueilli par ces mots du maire de Nouméa.
Que venez-vous faire ici? Dans 10 ans, il n'y aura plus de Kanaks. En France, il deviendra ethnologue, disciple de Mauss comme Malinowski et professeur au Langso. Il publie entre autres en 1947 un ouvrage fondateur. La population kanak est remplacée à l'époque par les descendants des colons bagnards et libres, leurs affidés, gendarmes et matons, et les Asiatiques. Elle se rétablit après la Deuxième Guerre mondiale et s'accroît ensuite très fortement, surtout lors du boom du nickel, fin des années 1960 jusqu'au début des années 1970, par une considérable immigration, Européens surtout français et pieds-noirs d'Algérie, Wallisiens futuniens, Tahitiens, qui correspond d'ailleurs à celui du boom de la fin des 30 Glorieuses dans le monde en général et en France en particulier. I12 La résilience kanak, mais la domination encore évidente des Blancs, les autres se rapprochant plutôt des seconds, malgré leur couleur, avec forte différence entre provinces. I-121 Kanaks, Européens et les autres. Malgré leur diminution de plus de moitié du début de la colonisation jusqu'aux années 1930 ou même plus tard, les Kanaks restaient majoritaires ou presque, avec seulement un tiers d'Européens et un gros sixième d'Asiatiques et Océaniens. La forte immigration des années 1960 va booster la colonie européenne, au détriment relatif des Asiatiques et Océaniens surtout, mais également des Kanaks devenus minoritaires. Après 1970, l'immigration océanienne, surtout wallisienne, reprend de plus belle. Actuellement, deux blocs ethniques, Kanaks d'un côté, Caldoches et Oreilles de l'autre, plus une mosaïque après cette longue histoire. Avec 269 000 habitants en 2014, environ 290 000 en 2018 et plus de 300 000 projetés en 2020, la population du Caillou est comparable à celle du Vanuatu voisin, ex-Nouvelles Hébrides, condominium franco-britannique, devenu indépendant en 1980. Les recensements ethniques, en dérogation à la règle générale, ne donnent que des ordres de grandeur, et avec des questions posées et des réponses très changeantes selon les recensements. On ne connaît donc pas les taux de natalité différentiels, mais ils sont probablement très à l'avantage des Kanaks et des Wallisiens. Les divers recensements de l'ISEE, dont le dernier date de 2014, donnent une idée fort imprécise du poids des communautés. Le recensement de 2014, jugé assez fiable, contrairement au précédent de 2009, fait apparaître une majorité relative de Kanaks déclarés 39%, une minorité forte d'Européens Caldoches et Oreilles déclarés 27%, une minorité non négligeable de Wallisiens futuniens 9%, des minorités océaniennes et asiatiques 6% au global et surtout une minorité 16% composée des apostrophes. Autres ethnies, japonais, originaires des Antilles et de la Réunion, etc., mais surtout d'ethnies indéterminées ou non déclarées. Bref, au moins 16% d'incertitude pour 2014. Le recensement de 2009, bien que plus ancien, donnait une idée plus précise de la répartition ethnique. En nombre, l'évolution des Kanaks par seule croissance démographique et des Européens, par croissance démographique mais surtout par l'immigration, était parallèle de 1960 au début des années 1970, fin du boom du nickel et début de la crise mondiale. De cette date à 1990, crise puis reprise économique, la croissance des Kanaks s'accélère à partir de 1984 jusqu'en 1996. Dans le même temps, la population européenne stagne jusqu'en 1988 puis rebondit. Ensuite et depuis plus de 20 ans les Kanaks s'accroissent fortement. Plus 21% de 1996 à 2014, et les Européens de seulement 9%. Mais cette évolution est biaisée par l'explosion des autres qui passent de 10 000 à 54 000. Les Océaniens et Asiatiques sont stables en nombre avant 1968, où commence le pic du boom du nickel, puis leur nombre bondit jusqu'en 1976, au début de la crise économique. Le bond des Wallisiens est phénoménal, de 4 000 à 10 000 sur la même période. Il continuera jusqu'à aujourd'hui, 22 000 déclarés sur le Caillou, tandis que les autres Océaniens et Asiatiques sont en gros stables. Après répartition fort grossière, répartition au prorata des indécis, les Kanaks tourneraient autour de moins de 50%, 45% en 2009 avec les métis, les Européens autour d'un tiers, mais 37% en 2009 avec les assimilés, les Wallisiens futuniens autour de 10% et les autres Océaniens et Asiatiques autour de 7%.
La question du poids relatif de la croissance naturelle et de l'émigration externe nette contemporaine. La question est aujourd'hui abordée avec discrétion, malgré son acuité et la précision des recensements. Quid donc depuis Pierre Messmer de ces migrations, venant de métropole et d'ailleurs, vers le Caillou? Les migrations externes brutes, les flux entrants recensés par l'ISEE, sont toujours positifs et considérables depuis 1989. Les soldes nets, après abandon du Caillou que l'on a tenté de calculer si on les compare avec les soldes migratoires internes nets, sont plus réduits, caractérisés par d'amples fluctuations et négatifs pour les périodes de crise importantes pendant le boom du nickel et la fin des Trente Glorieuses, migrations négatives pendant la crise qui suit cette période. Elles reprennent depuis... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.